juste s'asseoir d'abord. Hein, Freddy, vas-y. Fais attention à bien mettre ça, s'il te plaît. Ça tient, c'est dans la poche. On va mettre un autre sur la ceinture. Est un point de presse. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'échange. Seul interviendra M. Jean Eguendo. Je vous remercie. Sur ce, nous invitons respectueusement M. Jean Eguendo. Faut pas oublier c'est là. Faut pas oublier la minute de... Oui. S'il vous plaît, les photographes d'abord. Je peux enlever là-bas. Oui. Donne-moi ça aussi. Donne. Donne. Non, monsieur. Bon, on n'a pas commencé. Oui, le truc. Après, vous le laissez. Libérez pour la photo. Pardon. Oh, lui, c'est meilleur pour la photo. Merci, monsieur le photographe. Il baisse la tête. On veut une photo sur le Premier ministre. Regarde, Je peux y aller? bien sûr. Mesdames, Messieurs, je vous adresse mes salutations les plus fraternelles. Avant tout, nous allons marquer une minute de silence, car certains d'entre vous savent que dans ce domicile vivait mon épouse. Elle nous a quittés. Nous allons consacrer
cette cérémonie un peu à son honneur. Je voudrais aussi vous demander d'avoir 1 minute de silence pour tous ceux que vous connaissez, que nous connaissons, des amis, des frères, des sœurs, des papas, des mamans, qui nous ont également quittés. Notamment mon frère Dzumba Jean-Pierre et mon autre frère Fabien Vonesson. Merci. Mesdames, Messieurs de la presse, je tiens à vous remercier d'avoir bien voulu répondre à mon invitation pour prendre part à ma prise de parole publique de ce jour. À la suite de multiples interprétations, commentaires, spéculations et autres supputations, sans omettre les injures contre ma personne, qui ont suivi mon entretien avec le président de la République, et après mûre réflexion, j'ai cru utile de m'exprimer publiquement. Votre présence vous permettra de relayer mon propos, y compris bien sûr vos analyses et commentaires pour le public. Cela a l'avantage, à mon avis, d'éviter de tomber dans le piège de l'obscurantisme et qui tend à se généraliser dans notre pays, notamment sur ce qui touche à la politique et au pouvoir. Aussi, vous me permettez de rappeler qu'en juin 2015, j'ai annoncé publiquement à la Chambre de commerce de Libreville ma préférence pour la candidature de M. Jean Ping à l'élection présidentielle prévue pour le mois d'août 2016. Non pas parce qu'il porte le même prénom que moi, mais plus sérieusement, parce qu'il ne m'apparaissait pas à la réflexion judicieuse au plan électoral d'investir face au pouvoir en place un candidat sur la base d'un parti politique de l'opposition, quel qu'il soit. J'ai dû batailler fort avec tous ceux qui partageaient la même opinion que la mienne contre plusieurs de mes proches, notamment ceux de mon appartenance ethnique. Je me suis employé à défendre et à les convaincre de mon choix, qui, bien sûr, n'allait pas de soi. En effet, la plupart de nos pays en Afrique fonctionnent malheureusement encore à l'aune des considérations communautaires. Aujourd'hui, où je prends publiquement la parole, je ne regrette pas ce choix, car convaincu qu'il milite contre nos réflexes sociologiques et nos égos, qui sont des facteurs incompatibles avec les valeurs de citoyenneté, lesquels facteurs et égos sont souvent l'expression d'un obscurantisme préjudiciable à notre pays, à notre nation, la nation gabonaise.
C'est fort de ce contexte, à quelques jours de la célébration de la fête de notre indépendance, que je voudrais, d'une part, marquer mon désappointement d'être la cause du déchaînement des réactions pour le moins hostiles au travers des réseaux sociaux et autres de certains de mes compatriotes à la suite de ma rencontre avec le président de la République. D'autre part, profitant de l'opportunité que m'offre cette tribune, je voudrais humblement inviter mes concitoyens, tenants et partisans du pouvoir d'une part, et partisans de l'opposition d'autre part, à une nécessaire introspection relative à la situation de notre pays, dont il n'est point besoin de dire qu'il connaît aujourd'hui une crise multiforme de grande ampleur. Je crie en effet mon indignation de constater que certains de mes compatriotes, considérés plus ou moins éclairés, réagissent beaucoup plus à l'émotion que de manière raisonnée. Ces réactions, en plus d'être épidermiques, résident, me semble-t-il, dans une certaine forme d'immaturité et de quelque peu dans l'ignorance. Et la mauvaise foi caractéristique à nos jours dans une certaine opinion, ainsi que les actes d'abrutissement et d'infantilisation qui consistent à maintenir la population dans un état d'inculture politique et civique, étant bien sûr le couronnement de tout. Quel est donc le procès qui m'a été fait? En effet, pour avoir décidé de rencontrer le 9 juin dernier le chef de l'exécutif gabonais, M. Ali Bongo Ondimba, à la présidence de la République, siège du pouvoir, en plein jour, sous l'œil des caméras de la télévision publique, autrement dit, en toute transparence, j'aurais commis de ce fait, je ne sais quelle faute politique ou morale aux yeux de certains de mes compatriotes, la diaspora comprise, qui sont allés jusqu'à utiliser des invectives et tous les noms d'oiseaux à mon encontre. Sauf que, Dieu merci, ma conscience ne me reprochant rien, j'ai pris par rapport à cette avalanche de critiques et de dénigrements quelques reculs. Alors pourquoi réagir, me diriez-vous? Eh bien, j'ai décidé de réagir parce que j'entends prendre, moi aussi, la liberté de m'exprimer comme l'ont fait aussi librement mes détracteurs, en jetant délibérément sur moi l'opprobre. Dieu merci. La vérité exige que je dise ici et maintenant que pendant que quelques-uns s'acharnaient sur moi, il en était d'autres qui les désapprouvaient, les invitant à la retenue par simple souci d'égard vis-à-vis de ma personne, et affirmant que ma démarche auprès du chef de l'État tombait sous le sens au plan légal et administratif. En effet, il s'agissait de solliciter le bénéfice de mes droits, lesquels droits sont prévus par l'ordonnance numéro 005 TER-PR-2002 du 14 août 2002, fixant régime spécial de retraite des anciens vice-présidents de la République, des anciens premiers ministres et des anciens présidents de chambre du Parlement, que cette démarche ne revêtait pas, par conséquent, un caractère politique.
il ne sait pas agir de négocier un quelconque avantage ou privilège, en tout cas, aucun avantage qui sort de la légalité que j'aurais pu solliciter auprès du chef de l'État. Il n'en était rien. Au demeurant, dans un état de droit, il y a une frontière nette entre la contestation électorale qui s'inscrit dans le droit fil d'un combat politique civilisé et la revendication d'un droit légal antérieurement reconnu. Ce qui, en l'occurrence, était manifestement mon cas en tant qu'ancien Premier ministre. C'est d'autant plus que depuis 2010, au lendemain de ma cessation de fonction, c'est-à-dire de ma démission, les requêtes formulées à ce sujet sont demeurées à ce jour sans suite. Ce qui, pour toute personne de bonne foi, est pour le moins fâcheux. D'où ma requête auprès de la première institution de l'État, puisque c'est ce qu'on nous apprend. Le président de la République est la première institution de l'État. Cette requête serait-elle de nature à empêcher la lutte politique de se poursuivre? En quoi ma rencontre avec Ali Bongo, qui a soulevé tant de cris d'orfraie, serait-elle à l'origine de l'immobilisme actuel de l'opposition politique? Et serait-ce la raison de cette rencontre que je devrais être sanctionné, si j'en crois mes censeurs qui sont décidés à me diaboliser au sein d'une opinion malheureusement souvent peu avisée. À ce propos, mes questions sont les suivantes. Devrais-je être sanctionné? Par quelle autorité? Dans quel cadre juridique? Pourquoi? Et quelle serait la sanction? À ces mêmes censeurs, une autre question. Quelle cohérence y a-t-il entre ceux qui, aujourd'hui, me clouent au pilori et la motion de soutien que je n'ai de reste pas sollicitée, mais dont m'a gratifié la coordination nationale, qui est une instance relevant de la coalition pour la Nouvelle République, laquelle Nouvelle République est dépourvue à ce jour d'un statut légal. Je cite volontiers 2 extraits de cette motion de soutien. Je cite. Soutenons sans réserve M. Jean Hirondon, ancien Premier ministre, président de la Conférence des présidents, personnalité politique de premier plan au sein de la coalition pour la Nouvelle République, dans sa démarche tendant à revendiquer, à juste titre, le bénéfice de ses droits légaux et légitimes. Je poursuis. Trouvons juste et fondée la démarche qu'il a entreprise en direction de la première institution de la République, détentrice suprême du pouvoir exécutif, seule à même de rétablir l'intéressé dans ses droits légaux et légitimes. Je signale que cette motion a été lue en ma présence et en présence de certains membres de mon camp politique le 13 juin 2021, quelques 4 ou 5 jours après mon entrevue avec le président de la République. À la lecture des extraits de cette motion de soutien, je laisse apprécier
la contradiction faite sur ma personne. Et j'avoue ne rien y comprendre si j'en juge par les insultes décochées contre moi par ceux qui passent pour être des opposants politiques tellement radicaux qu'ils me donnent l'impression de perdre la raison, vu leur gesticulation. Mesdames et messieurs, oui, la politique peut être féroce, mais elle exige pour le moins de la cohérence. Par ailleurs, toute tentative visant à discréditer un compatriote est tout simplement indigne dès lors que les arguments pour la vilir aux yeux de l'opinion ne reposent sur rien d'autre que sur des considérations relevant d'un subjectivisme communautaire inavoué. Mais alors, messieurs, quid de l'unité nationale? Par ailleurs, quel besoin ou quel plaisir peut-on avoir à travers les réseaux sociaux d'annoncer sans preuve, que Jean Hirondon a fait son retour au PDG ou qu'il est sorti de la présidence de la République avec un sac d'argent alors qu'il n'en était rien. Rien, je répète. Ridicule, n'est-ce pas? Quelle est cette propension qu'ont certains compatriotes à imaginer je ne sais quelle sornette dès qu'ils détiennent entre leurs mains des téléphones Android qui leur permettent de salir impunément l'image d'autrui auprès de l'opinion par des propos irresponsables? On pourrait logiquement ou naïvement subodorer que les informations telles qu'elles ont été données émanaient de la présidence de la République. Que dire alors des auteurs de ces affabulations? À considérer tout ce qui s'est dit autour de ma rencontre avec Ali Bongo Ondimba, on serait enclin à penser qu'elle a visiblement ébranlé plus d'un Gabonais. Mais pourquoi? Voyez-vous, se déclarer opposant, c'est bien. Mais avoir une stature républicaine dans l'opposition politique et être responsable, c'est certainement mieux. Je ne crois pas que ce soit le cas de ceux qui s'agitent tant. Mesdames et messieurs, acteurs politiques, oui, je prétends l'être. Et j'avoue mon appartenance passée au PDG. Mon appartenance passée au PDG. Où j'ai pris ma part de responsabilité, peut-être en bien, peut-être en mal. C'est selon. J'y ai rejoint des compatriotes dont le rôle au sein de ce parti dit des masses a fait et fait encore de nos jours, à tort ou à raison, l'objet de critiques. Je constate en tout état de cause que nous avons évolué chacun dans la direction de son choix et pour des raisons personnelles. Ainsi, en 2009, à la mort du président, volontairement de mon poste de Premier ministre et du PDG. De ces obsèques officielles, j'ai prononcé une oraison funèbre dont beaucoup aujourd'hui apprécient, non sans retard, la justesse de sa tonalité. J'ai soutenu après M. André Mbobam, présidentiel d'août de l'année. J'ai en part avec lui et d'autres compatriotes à la création du parti politique Union nationale. Parti
dont l'image à sa naissance présageait un avenir pour le moins prometteur. Mais j'ai dû démissionner de cette formation politique pour convenance personnelle. Bref. Par ailleurs, comme je l'ai laissé entendre au début de mon propos, en 2016, j'ai jeté mon dévolu sur mon compatriote. À cet égard, je salue la ténacité dont ont fait montre les membres majoritaires à l'époque du front de l'opposition et qui ont porté de bout en bout, franchement et sans équivoque, je dis bien sans équivoque, la candidature du fils d'Omboué, qui, il faut bien le dire, a curieusement bénéficié à la dernière heure du soutien de certains compatriotes. C'est dire que personne, au vu de mon parcours après ma sortie du PDG, n'a de leçon à me donner. Mesdames et messieurs, aux Gabonais, je dois avoir fait la preuve de ma sincérité et de mon esprit patriotique et républicain. Je n'ai nullement louvoyé. Depuis lors, je me suis toujours efforcé d'être loyal, constant et de demeurer libre de mes idées et de mes choix et qui n'ont entravé en rien la lutte politique démocratique devant être menée par l'opposition. Aussi, je le répète, l'immobilisme actuel de l'opposition n'est pas de mon fait. Toutefois, j'en profite pour dire que l'objectivité commande que je dise ici que l'opposition n'a pas droit de citer aux médias d'État en violation de la législation en matière de communication audiovisuelle. La pandémie de la Covid-19 n'est pas venue pour faciliter l'expression publique de l'opposition. Une certaine presse n'a donc pas raison de dénoncer son atonie. Mesdames et messieurs, tout observateur sérieux et objectif de la vie politique gabonaise ne peut que constater l'état de crise profonde que traverse notre pays. Cette crise, qui est une crise de confiance entre les tenants du pouvoir et la véritable opposition politique, ajoutée au désenchantement général de la population. Désenchantement justifié par une gouvernance peu équitable. Ne doit-elle pas interpeller nos consciences et ne doit-elle pas nous mettre en demeure de mobiliser nos intelligences et nos volontés à tous afin de sortir notre pays de l'impasse actuelle? Le Gabon est en crise, certes, mais il ne souffre pas d'une crise politique insoluble, insurmontable. Non, nous sommes en capacité d'y faire face. Si nous sommes tous animés véritablement, tous bords politiques confondus, des valeurs réellement républicaines, lesquelles doivent s'accompagner naturellement des convictions démocratiques, nous pourrions réussir d'un commun accord partisans du pouvoir en place et l'opposition avec la contribution de la société civile en mettre en œuvre de manière sincère et déterminée le rassemblement des Gabonais tant souhaité par les uns et les autres sur la base d'une large coalition des forces politiques pour le Gabon ou sur la base de toute autre plateforme pourvu qu'elle soit de nature à redresser notre pays sur le plan institutionnel, sur le plan économique, culturel et moral.
il s'agirait, dans ce cas-là, et dans ce cadre, au-delà de nos clivages partisans, de réfléchir individuellement et collectivement aux voies et moyens susceptibles de nous sortir de l'ornière et d'effacer nos fractures qui mettent dangereusement à mal notre vivre ensemble et de penser nos blessures encore béantes. Nous cesserions ainsi, en toute clairvoyance et responsabilité, de jeter réciproquement l'anathème et de diaboliser nos compatriotes qui n'ont pas la même vision du Gabon que nous, ou même n'en auraient aucune. Cela nous éviterait aussi de nous regarder en chien de faïence et de mettre un terme au système de verrouillage politique et psychologique du pays dans lequel nous sommes enferrés. La démocratie, c'est débattre de nos problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ce n'est pas la stigmatisation systématique de l'autre ou de lui faire la guerre. Mesdames, Messieurs, le Gabon nous regarde. Le Gabon nous regarde. Notre Gabon. Le Gabon de nos aïeux. Le Gabon de nos pères fondateurs de la République et de l'indépendance. Qu'il s'agisse de Georges Damas Aleka, de Jeune Amogo, de Jean-François Ondondon, d'André Gustave Anguillet, de Léon Bami Komédan, de Paul-Marie Ngonjo, de Jean-Jacques Boucavel, de Jean-Hilaire Obam, de Vincent Nyonda, de Paul Nyonda, de Luc Ivanga, de François Meilleux, de Pierre Avaro, d'Alexandre Bianguet, de Firmin Ngondet, etc. Et de tous ceux heureusement encore vivants, à l'exemple de Jean-Marc Ecor, ou ayant rejoint l'éternité. Ce Gabon-là nous regarde et nous interroge sur notre capacité à surmonter nos divergences qui sont sans importance au regard de sa grandeur incommensurable. Mesdames et messieurs, depuis août 2016, faisant volontairement abstraction de la période 2009-2016, il est un fait constant. Ali Bongo Ondimba exerce bel et bien le pouvoir d'État au Gabon, sauf à se murer définitivement dans un déni absolu. Tout esprit, un tant soit peu lucide, doit admettre que l'exercice quotidien de ce pouvoir nous affecte et touche directement à tous les aspects de notre vie à travers sa production et sa gestion législative et réglementaire. De ce point de vue, les lois relatives à la dépénalisation de l'homosexualité et celles récentes portant révision de la Constitution, par exemple, peuvent-elles laisser objectivement la majorité des Gabonais sans qu'elle se pose quelques questions à ce sujet? Ces textes votés à la va-vite par le Parlement n'amènent-ils pas les Gabonais à s'interroger sur le niveau de conscience des élus du peuple? Vous savez que ce sont les députés et les parlementaires qui votent les lois. En situant très clairement l'engagement politique dans un cadre exclusivement républicain,
Et s'il est permis aujourd'hui, dès lors que les circonstances l'exigent, le questionnement suivant, à savoir, les Gabonais de l'opposition ont-ils en face d'eux le néant? Il faut y répondre. Avec qui parler de la nécessité de la cohésion mise à mal aujourd'hui au Gabon? Avec qui envisager l'inéluctable refondation de l'État sur la base des valeurs cardinales du peuple gabonais? Avec qui parler de réconciliation et de réparation? Parce que, en toute objectivité, il faut qu'il y ait de la réconciliation et de la réparation. Si au terme de ce questionnement, les Gabonais de l'opposition estiment qu'ils ont en face d'eux le néant, le débat est donc clos. La messe étant dite et l'impasse actuelle définitivement validée et assumée comme modalité d'action politique. Un constat qui serait une curiosité quand même. En revanche, si le peuple de l'opposition a autre chose que le néant, il est invité à désigner cette autre chose pour que, à très brève échéance, ils fassent ensemble œuvre utile avec les tenants et les partisans du pouvoir pour que la nation gabonaise, qui n'a que trop souffert des postures dogmatiques, coupable de sa classe politique, tous bords confondus, que cette nation retrouve la sérénité dans son fonctionnement. Mesdames, Messieurs, pourquoi les débats contradictoires qui animent notre vie politique doivent-ils être considérés par nos chapelles politiques respectives comme des insultes proférées les unes contre les autres, au lieu d'être appréhendés comme des contributions à même de féconder en commun nos idées grâce auxquelles nous parviendrons à faire avancer notre pays? Le Gabon, dans l'unité, la paix, la cohésion, la liberté et la démocratie. Nos illustres devanciers, cités plus haut, dont certains en ont point douté, bénéficiaient d'un charisme indiscutable malgré les faiblesses, somme toute compréhensibles, qu'ils affichaient à leur époque. Ces devanciers pourraient, à des moments précis de la vie de notre nation, nous inspirer, pour peu que nous en prenions les dispositions spirituelles adéquates. Nous inspirer, disais-je, dans nos différents problèmes, dans nos difficultés inhérentes à la gestion de notre précieux patrimoine commun, en dépassant, par exemple, l'esprit du tribalisme, véritable plaie à des niveaux divers de notre système sociopolitique. Le Gabon, qui est un enjeu éminent, un enjeu majeur de toutes ses filles et de tous ses fils, nous interpelle. Le Gabon nous interpelle avec gravité. Mesdames et messieurs, c'est parce que nous méconnaissons les valeurs éthiques sur lesquelles sont assis notre nation et notre État. C'est parce que notre pays est en proie à une crise de confiance en termes politiques et institutionnels entre les tenants du pouvoir et la population. C'est parce que nos différents camps politiques entretiennent des rapports basés uniquement sur des préjugés. C'est parce que nous ne consentons pas à mettre ensemble toutes les compétences
et expertise nécessaires dont dispose pourtant notre pays. C'est parce que nous accusons des faiblesses de toute nature vis-à-vis des forces extérieures. C'est parce que nous ne cultivons pas en nous la valeur de sagesse. C'est parce que nous ne parvenons pas à intégrer la valeur du dépassement en soi, du dépassement de soi, pardon. C'est parce que nous avons une vision manichéenne de nos groupes sociologiques. C'est parce que nos égos nous dominent, nos égos. C'est parce que la valeur d'humilité nous fait gravement défaut. C'est parce que, comme par enchantement, nous foulons aux pieds, par nos actes publics et politiques, l'honneur et la dignité du Gabon. C'est en raison de la prégnance de tous ces facteurs et pesanteurs qui, de fait, ont pris le dessus sur nous, que nous finirions par apparaître comme les fossoyeurs de notre pays. Mesdames et messieurs, je viens de faire ci-dessus une sorte d'inventaire ou un passage en revue de ce que je me permets de désigner comme étant nos tares, nos faiblesses, nos manques, nos lacunes, tous nos défauts humains, peut-être volontaires ou involontaires. Et si nous nous reconnaissons peu ou prou dans ce tableau peu reluisant, nous aurions déjà fait un grand pas dans le sens du progrès, autrement dit vers l'amélioration du cadre politique et institutionnel de notre vie démocratique. Les observateurs, et nous-mêmes en premier, constatons la fracture politique et sociale entre Gabonais. Cette fracture non seulement persiste, mais se creuse davantage à cause de la rigidité et la radicalité de certains compatriotes qui refusent de mettre un peu de côté leurs égos. Cette situation, bien entendu, érode dangereusement nos valeurs communes de tolérance et de respect. En somme, la nécessaire harmonie qui doit régner entre les hommes, d'une part, et entre les hommes et les institutions de notre pays, d'autre part, constitue un facteur d'apaisement social. Le nécessaire et inévitable dialogue qui doit revêtir un cachet positif permet d'être en phase avec Georges Clemenceau qui déclarait « Gloire au pays où l'on dialogue, où l'on parle ». À la suite de cette illustre personnalité du monde politique français, je me permets humblement d'ajouter que pourvu que l'on ait le ressort psychologique pour engager et soutenir ce dialogue. Croyant être dans un espace politique de respect et de confiance mutuelle, je réalise, après analyse et examen des propos inélégants tenus à mon endroit, qu'il ne m'était plus possible de m'investir avec utilité dans un espace où règne d'ailleurs, à mon avis, une incertitude politique. C'est pourquoi je décide ce jour de me déployer ailleurs que dans la coalition pour la nouvelle République et de me mettre à la disposition de la République et par conséquent de l'État. Mesdames, Messieurs, beaucoup de compatriotes de notre classe politique
ainsi que tous les autres cadres de notre nation, dotés d'un bagage intellectuel et bénéficiaires d'un statut, d'un crédit politique, sont par conséquent en mesure de se mettre au service de notre pays pour contribuer au sursaut national, pourvu qu'un cadre de réflexion approprié soit apprêté à cet effet. C'est pour dire que tous les propos que je viens de tenir ci-avant, après bien d'autres Gabonais, ne sont pas l'apanage de l'homme politique Jean Yrondeau. Bien d'autres compatriotes se sont exprimés dans ce sens. Parmi eux, on peut citer des politiques, des universitaires, des personnalités dotées de la sagesse de nos villages. Ne prenez pas le terme village ici de manière péjorative. Le village, ça a une résonance qui doit bousculer nos esprits quand on y pense sérieusement. Par conséquent, que ces propos ne soient pas accueillis et intériorisés comme des leçons ou plus grave encore, comme une offense à l'endroit d'un quelconque compatriote. C'est pourquoi c'est un cri de cœur que je nous lance. C'est un cri de cœur que je nous lance. Nous devons avoir le souci d'asseoir résolument notre patriotisme sur l'aphorisme Gabon d'abord. Gabon d'abord. Quand le président Léon Mba avait lancé ce slogan politique et patriotique, beaucoup de nos compatriotes, dont certains sont aux affaires aujourd'hui, n'étaient pas encore nés. Beaucoup d'entre vous n'étaient pas nés quand Léon Mba avait lancé le slogan Gabon d'abord. Mais alors, que tous les jeunes et moins jeunes prennent donc conscience de ce que toutes les générations sont utiles pour le développement du pays. Ce pays qui est notre Gabon. Le père de la nation, Mbami Koumédan, avait pour souci que Gabon d'abord s'inscrive de manière indélébile dans l'esprit des Gabonais, puis au fronton des bâtiments publics afin qu'ils deviennent une conviction unanimement partagée de génération en génération. Car ils constituent l'essence des valeurs patriotiques et républicaines que nous avons la charge et le devoir de promouvoir et naturellement de respecter scrupuleusement. Mesdames et messieurs, construisons ensemble une société fondée sur des valeurs de dignité, valeurs de patriotisme, valeurs d'honneur, valeurs de justice, valeurs d'unité, valeurs de paix, et non une société du paraître, et qui n'est en réalité qu'une société de vanité. Je sais, oui, je sais, certains esprits trouveront à redire à la lecture de ces lignes. Ils vont peut-être objecter, poser la question sur un ton quelque peu polémique et même, pourquoi pas, moqueur. Du genre, après avoir dit tout ça, on fait quoi? Ça, c'est le genre de question qui est dans notre bouche tous les jours. Après avoir dit tout ça, on fait quoi? Ils auraient entièrement raison, à mon sens, de se poser cette question. La réponse devrait couler de source. En effet, il est question nécessairement d'une prise de conscience individuelle et collective
d'une mobilisation à tous les niveaux de notre société et faire preuve d'un esprit patriotique et républicain pour bâtir un Gabon nouveau. Un Gabon expurgé de toutes les inconvenances qui souillent, polluent, ternissent l'image vitale et l'espace vital de notre pays. C'est dans ce sens que tous nos compatriotes doivent se mettre en ordre de bataille pour un combat véritablement national. Mesdames et messieurs, vous comme moi, les journalistes que vous êtes, nous savons qu'en politique, le compromis peut être de mise. Le compromis. Mais le compromis ne signifie pas qu'on renonce fondamentalement à ses opinions, à ses convictions. Si demain, il m'arrive d'être en face d'une solution, ou plus exactement d'un problème qui exige en conscience que j'accepte un compromis pour la suite des événements, je le ferai. Mesdames, Messieurs, j'ai été long, c'est pour cela que je sollicite votre pardon en vous remerciant de votre aimable attention.